J'ai rencontré René Lévesque pour la première fois, alors qu'un ami et moi allions lui offrir nos services dans le comté de Laurier, lors de la campagne de la nationalisation de l'électricité en 1962. J'avais 32 ans et lui en avait 40. Pourquoi ai-je ressenti de l'affection pour lui dès cette courte rencontre qui a duré maximum 15-20 minutes? D'autant plus que l'ami qui m'accompagnait était aussi un avocat. Il devait être mal pris pour nous accepter. Je ne sais pas au juste pourquoi j'ai ressenti cette émotion, mais je fus probablement surpris de découvrir dans cet homme politique, fort connu, pour moi, là, c'était fort connu, fort populaire, mais un homme vrai. Certes conscient de sa valeur, mais sans prétention aucune. Bref, une simplicité désarmante. Depuis, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, parfois fort intensément. Je pense ici à les réflexions que nous avons partagées avant notre sortie du Parti libéral, à la mise sur pied du mouvement Souveraineté Association, à la création du Parti québécois, ainsi qu'aux campagnes électorales de 1976 et 81, la campagne référendaire, et mon travail comme chef de cabinet pendant 7 années, environ 7 années. Mais enfin, je ne suis pas ici pour faire étalage de mes états de service, parce qu'il y a des personnes ici présentes, dans cette salle, qui en ont eu également d'aussi importants et peut-être des plus méritoires que les miens. Alors, je suis ici pour parler de René Lévesque, de mon René Lévesque. Je dis mon René Lévesque, bien qu'il ne soit pas, René Lévesque, il ne soit pas, j'en suis certain, très différent du vôtre, à cause précisément de son authenticité constante. J'emploie quand même cette formulation, étant bien conscient que tout personnage historique laisse derrière lui un héritage dont les laits, nombreux et variés, ne sont pas tous appréciés de la même façon par ses contemporains et les générations subséquentes. En réalité, je veux vous entretenir quelques secondes du René Lévesque en campagne électorale. Notre équipe de campagne était fort réduite. D'abord pour une raison bien simple. M. Lévesque n'avait pas besoin d'un rédacteur de discours. Qui plus est, il n'en voulait pas. Ensuite, question de budget. Le parti ne pouvait s'offrir un avion capable de recevoir plus que 4 passagers. Tu vois, Michel, t'es mort de rire, là. Tu faisais partie de ces décideurs. Cette petite équipe était bien soudée, nous étions toujours ensemble. La bonne entente entre les 2 ou 3 membres de l'équipe et M. Lévesque était essentielle. En effet, nous vivions littéralement ensemble pendant plus de 50 jours, durée des campagnes électorales d'alors. Le parcours, les dates détournées, la formulation des principales promesses électorales étaient établies par l'équipe de Montréal. Généralement, il y avait 2 ou 3 assemblées publiques par jour. L'attaché de presse et moi y assistions. Parfois, mais rarement, M. Lévesque maugréait, trouvant qu'on lui en demandait trop. Il se demandait si l'équipe de Montréal connaissait la carte du Québec et le temps requis pour les déplacements. Je me souviens d'un jour en particulier où, parti de Montréal, nous avons tenu la première assemblée à Hall, en matinée à 9 h. Ensuite, nous sommes allés en Abitibi pour finir la journée en Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts vers 22 h. Ayant fait entre ces 2 villes 2 autres assemblées. 5 assemblées dans la journée. Finalement, retour pour souper à Québec vers minuit. Signe d'une force incroyable, M. Lévesque était moins fatigué que moi. Et pourtant, j'avais prononcé aucun discours. Tous les jours, à toutes les assemblées, j'entendais M. Lévesque tenir essentiellement les mêmes propos.
sauf bien sûr les ajustements nécessaires pour tenir compte des réalités locales. Le fil conducteur de la plupart de ces discours est bien connu. Une exhortation pressante à développer une confiance en nous-mêmes. Vous vous rappelez sans doute ses thèmes favoris. Il n'est pas défendu d'avoir de l'ambition, il n'est pas défendu d'avoir des rêves, et que si nous le voulons vraiment, nous sommes capables tous ensemble de les réaliser. Ou encore, Québécois, imaginez-vous ce que nous pourrions accomplir si un jour nous décidions de nous prendre en main, de nous donner un pays et de nous en sentir responsables. René Lévesque s'adressait aux Québécois avec respect. Il ne craignait pas de leur proposer des buts exigeants, mais il leur montrait en même temps qu'il était possible de les atteindre. Pendant qu'il parlait, je voyais clairement la salle littéralement se transformer. Le scepticisme du début chez certains, les interrogations chez les autres se changeaient graduellement en un acquiescement enthousiaste aux défis proposés. N'ayons pas peur des mots. Les Québécois sentaient et savaient que M. Lévesque les aimait et qu'il ne les tromperait pas. Qu'ai-je retenu finalement de ces campagnes électorales? Avant 1976, je savais bien sûr que René Lévesque était un grand démocrate. Je savais qu'il préférait les petits aux grands. Je savais que les injustices à l'égard des démunis et des sans-voix le mettaient hors de lui. Mais cette connaissance était, si je puis dire, une connaissance apprise. J'entends par là une connaissance raisonnée, acquise par l'écoute de points de mire ou encore par mes réflexions à la suite de mes contacts avec M. Lévesque. Croyez-moi bien, j'ai ici de la difficulté à traduire ma pensée avec toutes les nuances qui s'imposeraient. J'avais une connaissance réelle de cet homme, mais n'était pas aussi ancrée dans le concret quotidien, qu'elle est devenue après les expériences sur le terrain dont je vous ai fait part. En un mot, cette connaissance n'était pas aussi incarnée. Présentement, en ces années difficiles, en ces temps incertains où nos repères sont remis en question, nous devons être reconnaissants de l'héritage qu'il nous a laissé. D'abord, un nom de Canadiens français, nous sommes devenus des Québécois. Ensuite, il nous a donné une confiance accrue en nous-mêmes en répétant sans cesse que nous étions capables, aussi capables que n'importe quel autre peuple. Et surtout, je crois, à mon humble avis, le lait le plus important. Par la voie référendaire, nous avons acquis et exercé le droit incontestable de décider de notre destin. Cet espace René Lévesque que nous inaugurons aujourd'hui, dans sa ville natale, est un bien modeste rappel de la mémoire de ce géant qui nous a quittés il y a 30 ans. Son départ a attristé l'ensemble des Québécois. Je m'en souviens comme c'était hier. Mais son souvenir, son exemple et son impérissable héritage continueront, quoi qu'il arrive, à inspirer et guider notre nation. Merci. C'est un peu difficile de venir après des témoignages si éloquents. Je pense, Jean-Roch, que j'aurais dû lire ton texte avant d'intervenir. Ça ressemble pas mal à ce que je connais de René Lévesque, à ce que je pense de lui et à ce dont je veux vous entretenir. Pour moi, René Lévesque, c'était un géant. Un géant qui nous a légué ce qui est le plus important pour un peuple. Il nous a légué la fierté d'être ce que l'on était. Oui, de devenir des Québécois. La fierté de notre langue. La fierté de notre culture. Le fait que nous pouvions, parce que nous étions fiers, nous faire confiance. Parce que quand on ne se fait pas confiance, on ne peut pas relever les défis qui nous interpellent. On ne peut pas avancer vers plus grand. Et René Lévesque, ce qu'il a fait, et le legs le plus important, c'est de nous donner la confiance en nous. Je me souviendrai toujours de mon père, qui était un simple ouvrier, et qui,
disait, nous avons mangé notre pain noir, mais vous, je ne voudrais pas que ce soit le cas pour vous. Et quand René Lévesque intervenait, je sentais qu'il pouvait s'identifier à lui et dire, oui, nous sommes capables. Alors, il nous a donné la fierté qui permet d'imaginer qu'on peut se donner un jour un pays, mais la fierté qui mène à la confiance en nous. Et c'est comme ça qu'on peut grandir et qu'on peut bâtir quelque chose de meilleur pour nous et pour nos enfants. René Lévesque, il aimait les Québécoises et les Québécois. Il les aimait et il les respectait. Bien sûr, il voulait nous tirer vers le haut par ces grandes politiques dont un certain nombre de ceux qui ont parlé auparavant ont fait un rappel, dont M. Bélanger, entre autres. Oui, il a adopté des lois qui ont été d'une importance capitale pour nous, pour notre vie collective, pour nos enfants. Alors, René Lévesque voulait nous tirer vers le haut, mais il le faisait toujours en respectant le rythme de son peuple, parce qu'il aimait son peuple. Et il savait que s'il n'était pas capable de le respecter, il ne le suivrait pas. Et c'est pour ça qu'on a tant aimé René Lévesque et qu'on s'est tant identifié à lui, parce qu'il nous aimait. Il nous aimait et il nous respectait. Et puis, il avait le cœur à la bonne place. D'autres l'ont dit différemment. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il me nomme ministre de la Main-d'œuvre et Sécurité du Revenu. J'étais jeune ministre à l'époque, très impressionné toujours par M. Lévesque et par tous mes collègues autour de la table du Conseil des ministres. Ce n'était pas rien. Il me nomme ministre de la Main-d'œuvre et Sécurité du Revenu, qui est un très gros ministère, qui s'occupe bien sûr de la sécurité sociale, de l'aide sociale, des régimes de rente publique, etc. Alors, j'étais, très impressionnée, très honorée, et je me disais, il faut que je travaille fort pour relever ce défi. Et M. Lévesque me disait, c'est un maudit ministère que vous aurez à gérer et à diriger. M. Lévesque nous invitait régulièrement à faire le tour du Québec, à aller en région, partout, à rencontrer les citoyens, à les écouter, à parler avec eux, à échanger et à se laisser influencer pour être capable d'adopter nos politiques, nos programmes, nos mesures. Alors un jour, M. Lévesque m'appelle directement. Évidemment, j'étais assez impressionnée. Mon adjointe m'a dit, écoutez, c'est M. Lévesque au bout de la ligne. Elle dit, pas son adjointe, là. Directement, lui, M. Lévesque. D'accord, vite, passez-moi la ligne. Alors, M. Lévesque, il me dit, vous puis votre maudit ministère. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Il dit, vos fonctionnaires n'écoutent pas les gens. Ils ne sont pas capables de prendre en compte leurs vrais besoins. Les difficultés qu'on rencontre quand on vit dans un petit village quelque part en Gaspésie, en Outaouais, en Abitibi, ou quelque part autour du lac Saint-Jean. Il dit, je veux absolument que vous modifiez telle ou telle règle. Je ne me rappelle pas exactement celle dont il s'agissait, mais il me dit, pour que plus jamais on ne puisse traiter les gens de cette façon-là. Vous avez cette responsabilité comme ministre, c'est vous la ministre responsable, alors occupez-vous-en. Je peux vous dire que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et à chaque fois que je rencontrais des gens de mon ministère, puis je me promenais parce que j'allais beaucoup partout sur le territoire, ce ministère-là était très délocalisé. Je prenais la peine toujours de discuter avec le personnel et de les inviter à respecter les principes que faisait valoir M. Lévesque, respecter les gens, les entendre et apporter des vraies mesures d'aide aux personnes qui vivaient des moments difficiles. Alors pour moi, M. Lévesque, c'était cet homme généreux, cet homme de cœur qui savait écouter son peuple parce qu'il l'aimait. Et à la fin de sa fonction de premier ministre, comme premier ministre, une chose qui m'avait beaucoup impressionné encore, d'abord, c'est toujours cette curiosité formidable à l'égard de tout ce qui se passait dans notre monde, dans l'univers, évidemment, je ne vous apprendrai rien, mais cet intérêt, et certains l'ont rappelé, pour la jeunesse. Il voulait vraiment que la jeunesse prenne sa place, puisse aller au bout de ses rêves, puisse aller au bout de leurs talents. Et c'était encore là l'homme de cœur qui aimait ces jeunes qui allaient être les Québécoises et les Québécois de demain et qui
on l'espère et on l'espérait et on l'espère toujours, se donneront un jour un pays, notre pays, celui du Québec. Alors moi, c'est le René Lévesque que j'ai connu, que j'ai aimé, qui m'a fait grandir, qui m'a fait aussi confiance, jeune femme, très impressionnée, encore une fois, un peu insécure, c'est assez normal. J'étais l'une des plus jeunes femmes, l'une des plus jeunes membres du Conseil des ministres, mais M. Lévesque m'a fait confiance, comme il a fait confiance à son peuple. Alors aujourd'hui, je veux dire un merci tout spécial à Hélène Leclerc et à Louis-Étienne Bernard de nous permettre d'exercer notre devoir de mémoire. Notre devoir de mémoire à l'égard de ce grand homme, de ce grand Québécois, de ce grand Gaspésien. On pourra amener nos enfants et nos petits-enfants voir ce parcours de René Lévesque, s'en imprégner et surtout s'en inspirer. Merci Louis, merci Hélène, merci René Lévesque. Ça a été un très, très grand privilège pour moi de travailler pendant 20 ans intimement avec M. René Lévesque. On l'a dit, M. Lévesque, c'était un géant. C'était un homme hors du commun, hors de l'ordinaire. J'ai connu quand même plusieurs des dirigeants du Québec. Et je peux vous dire que malgré toute l'estime que j'ai pour nos plus grands dirigeants, M. Lévesque était comme homme, puis comme dirigeant politique, dans une classe à part. Une classe que, toute proportion gardée, je comparerais à Charles de Gaulle en France ou à Winston Churchill en Angleterre. Des gens qui, pour une raison ou pour une autre, se montrent au-dessus des autres et qui deviennent des exemples et des personnes irremplaçables dans leur milieu. Et pendant ces 20 ans de travail commun avec M. Lévesque, nous avons eu toujours ensemble des relations agréables. C'était agréable de travailler avec M. Lévesque. Moi, évidemment, je l'ai toujours appelé M. Lévesque. Mais lui, même après 20 ans, il m'appelait encore M. Bernard. Très rarement, dans des conditions spéciales, il me disait Louis, mais toujours vous. Il m'a toujours vous voyez. C'est incroyable quand on pense à ça. Et ça fait des relations tout à fait particulières, respectueuses, agréables. Je voudrais vous parler de René Lévesque comme dirigeant politique, comme ministre, comme chef de parti, surtout comme premier ministre. J'ai identifié 5 grandes caractéristiques de M. Lévesque, si vous voulez, 4 grands thèmes qui, à mon sens, recouvrent l'ensemble de son action. Le premier, c'est le sens aigu des responsabilités. Pour lui, M. Lévesque, être ministre, c'est important. Être chef de parti, c'est important. Être premier ministre, c'est encore plus important. Il mettait la barre très, très haute pour lui-même. Puis par ailleurs, il se voyait avec beaucoup de carences au point de vue tempérament. Vous savez, M. Lévesque, c'était un individualiste. C'était un journaliste. C'était un homme au tempérament indiscipliné. C'était un homme qui, par exemple, même comme ministre, était souvent en retard au conseil. M. Lesage, il en faisait des crises, quasiment. Il n'était pas solidaire, ou pas assez solidaire. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, que pendant une grève de la SAQ, qui s'appelait la Régie des alcools dans le temps, il avait dit aux grévistes, « Lâchez pas, les gars! » Ah, il était ministre. Quand même, il faut le faire, hein? Eh bien, cet homme-là,
c'est devenu un premier ministre et un dirigeant politique exemplaire. Exemplaire. Il n'était jamais, jamais en retard au Conseil des ministres. Ça commençait vraiment à l'heure. Il était toujours disponible pour ses ministres. Il n'y a pas personne qui se plaignait. Je voulais appeler le premier ministre, je voulais parler au premier ministre, il ne voulait pas me recevoir, etc. Jamais. Il était disponible. Il était le plus au courant de tous, de tous les dossiers. Vous savez, à chaque semaine, on a le Conseil des ministres le mercredi. Et puis, la veille, on envoie au ministre, puis évidemment au premier ministre, ce qu'on appelle le gros Christ de cabier noir. Hein? C'était un binder, évidemment, et où tous les dossiers du Conseil du lendemain sont inscrits. Et puis, ça fait une pile, hein? Une pile de 2 pouces d'épais. M. Lévesque, évidemment, il connaissait les dossiers un peu d'avance parce qu'on en avait discuté et tout ça. Mais il partait le mardi, et puis il apportait son cahier, et puis il passait vraiment à travers, chaque semaine, tous les dossiers. Puis quand on connaît la capacité intellectuelle de M. Lévesque, c'est sûr qu'il lisait le dossier puis il comprenait. Les discussions au Conseil des ministres, là, on sentait que M. Lévesque, il connaissait le dossier. Il s'était imposé, si vous voulez, un devoir de remplir ses fonctions de premier ministre à la perfection. Et ceux qui ont connu M. Lévesque et qui l'ont vu de près ont toujours senti une tension interne immense. Quand vous étiez proche de cet homme-là, vous discutiez avec lui. Il y avait une haute tension interne. Et moi, je suis convaincu que c'est parce qu'il se forçait, hein? Il se dominait. Il voulait toujours être à la hauteur d'un excellent premier ministre, un excellent ministre, un excellent chef de parti. Dans le parti, vous savez, M. Lévesque, il se prenait en main, il se faisait violence très souvent, parce qu'il y avait des choses dans le parti qui le mettaient en maudit. Bien, il ne fallait pas que ça apparaisse. Et puis, il fallait qu'il remette les choses en place. Alors, il se faisait violence à lui-même. Alors, c'était un grand politicien, mais d'abord parce qu'il avait un haut sens de ses responsabilités. Et puis qu'il voulait mettre sa personnalité à la hauteur des attentes qu'il s'était lui-même créées. Bon. La deuxième caractéristique que je voudrais vous souligner, c'est la capacité de diriger une équipe. On a un système qui n'est pas présidentiel, c'est pas le président qui décide tout, comme on voit un peu ailleurs. Mais c'est une direction collective. Diriger collectivement, ça veut dire faire un équilibre entre la collégialité, où chacun fait ce qu'il a à faire, et puis le leadership. Parce qu'évidemment, un gouvernement, il faut qu'il y ait une direction. Il ne faut pas que chaque ministère ait sa direction. Il faut qu'il y ait une direction gouvernementale. Alors, c'est un équilibre entre la collégialité et le leadership comme tel. M. Lévesque ne croyait pas que c'était le bureau du premier ministre qui devait tout diriger. Il n'aimait pas ce système-là. Et ça a apparu dès la formation de son premier cabinet, où il a nommé des ministres d'État en charge de certains secteurs, où il a fait des comités ministériels, que les ministres se parlent entre eux, et puis il a fait un comité des priorités pour que le gouvernement ait une direction centrale. Et puis, il voulait que les ministères s'auto-coordonnent. En France, par exemple, puis dans d'autres pays, la coordination entre les ministères, parce que vous savez que les ministères ont souvent des points de vue différents, par exemple l'environnement puis l'agriculture, par exemple. Bon, alors, il faut qu'à un moment donné, il y ait un équilibre. Bon. Alors, M. Lévesque disait, c'est à vous autres à vous entendre. Entendez-vous.
En France, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque ministère tient son bout. Puis là, ils recourent à l'arbitrage du premier ministre. C'est le bureau du premier ministre. Plusieurs dizaines de réunions par semaine pour arbitrer les conflits entre ministères. Puis c'est le bureau du premier ministre qui décide. Une fois, un CA qui gagne, puis l'autre, c'est l'autre qui gagne. M. Lévesque ne voulait pas ce système-là. Il voulait que les ministres se parlent entre eux, puis fassent entre eux les compromis. Et ça lui donne, à mon sens, un meilleur gouvernement, parce que les ministres sont bien placés pour faire des compromis honorables qui font l'affaire de toutes les parties. M. Lévesque, il n'aimait pas arbitrer les conflits. Quand les ministres ne pouvaient pas s'entendre, évidemment, il fallait qu'il y ait un arbitrage, mais c'était la minorité des cas. Et autour de la table du Conseil, Clément va s'en rappeler, Pauline aussi, etc., la discussion était très ouverte. M. Lévesque laissait chacun exprimer son point de vue. Puis il disait, les décisions se prennent par consensus. Alors, quand vous avez fait le tour de la table du Conseil, bien, la plupart du temps, il s'en dégage un consensus. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord, etc., mais il y a un consensus qui se dégage. Puis si le consensus n'était pas clair, bien, c'était au premier ministre de définir le consensus. Alors, le premier ministre disait, bien, je pense qu'il y a un consensus dans tel sens. Et puis, par définition, évidemment, c'est ça qui était. Alors, c'était sa façon d'exercer le leadership. Puis, c'était accepté par tous les ministres parce que M. Lévesque n'avait pas de rancune, où les éléments personnels, par exemple, ne comptaient pas tellement. Vous savez, quand le premier cabinet a été créé, M. Lévesque a nommé Claude Charron ministre. Puis ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Parti québécois sauront que juste avant l'élection, Claude Charron avait été très critique, trop critique à mon sens, vis-à-vis de M. Lévesque. Mais M. Lévesque n'en a pas gardé de rancune. Il a nommé Claude Charron dans son cabinet. D'autres, comme Louise Arel, par exemple, ont eu des conflits très intimes, je dirais, avec M. Lévesque, parce que Louise était le genre de directrice adjointe du parti, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Puis même, Louise avait dit « Je me syndique ». Alors, elle est devenue un employé syndiqué du Parti québécois, même si elle était toute seule. Faut le faire, hein? Alors, c'était un syndicat de un. Bon, alors, mais M. Lévesque a nommé Louise Arel comme membre du cabinet. Hein? Alors, les gens sentaient que M. Lévesque était au-dessus de ces petites querelles. Que pour lui, c'était le bien du Québec qui prévalait. La troisième caractéristique que je vous souligne, et on l'a mentionné tout à l'heure, c'est son amour des petits et des déshérités. Pour M. Lévesque, un gouvernement, évidemment, ça a pour but de créer plus de richesses, oui. Mais d'abord et avant tout, moins de pauvreté. Pour lui, c'était plus important de s'occuper des pauvres, des déshérités, que de... Évidemment, c'est un ensemble, mais ce que je veux dire, c'est que son cœur était du côté des déshérités. C'est ce qui explique son lien avec les Autochtones. Vous savez, M. Lévesque était bien en avant de son temps. Il a reconnu les 11 nations autochtones avec le droit de se gouverner elles-mêmes sur des terres qui leur appartiennent. Il l'a fait reconnaître par l'Assemblée nationale. Il a visité, vous allez voir dans l'espace, les belles photos de M. Lévesque avec les Inuits, par exemple. J'ai visité le Grand Nord avec M. Lévesque à un moment donné, et puis j'ai jamais vu M. Lévesque aussi heureux. Ça rayonnait chez lui quand il était avec les Autochtones, les Inuits.
même s'il y avait des difficultés de langage, parce que les Inuits ne parlent ni français ni anglais, dans le temps en tout cas, mais il y avait une communication étroite et intime avec eux. Alors, pour lui, c'était vraiment très important. Puis il a fait beaucoup, évidemment, pour les Autochtones. Et puis moi, je dirais que son amour du Québec, c'est un peu relié à ça. Dans le sens que, quand M. Lévesque est revenu d'Europe après la guerre, il a trouvé le Québec vraiment petit, pauvre, déshérité. Hein? Le Québec d'avant la Révolution tranquille, là, ceux qui ont connu ça, c'était pitoyable dans un sens. Puis, je pense que M. Lévesque est tombé en amour avec ce petit Québec-là, qui a dit de ce petit peuple, on peut faire un grand peuple. Puis, c'est comme ça. On dirait que c'est sa mission, ça a été d'aimer le Québec, parce que le Québec avait besoin d'être aimé. Parce que le Québec avait besoin de se sentir capable de faire quelque chose, etc. Et d'après moi, son amour du Québec, c'est beaucoup relié à cette attitude qu'il avait vis-à-vis des petits. La quatrième caractéristique que j'aimerais vous mentionner, c'est son intégrité absolue. Pour lui, c'était tolérance zéro pour le patronage et les petits amis. Comme ministre des Travaux publics, d'abord, sous le gouvernement libéral, c'est lui qui, officiellement, a dénoncé les enveloppes brunes. Et puis, il a dit, ça, c'est fini, ça. Il n'y en a plus d'enveloppes brunes. Puis, s'il n'y en a plus aux travaux publics, il n'y en a plus au gouvernement. Hein? Parce qu'évidemment, il donnait l'exemple. Et puis, ça a été la fin des enveloppes brunes dans les contrats du Québec. Puis, quand il a été nommé premier ministre, il a été le premier à exiger de ses ministres une déclaration d'intérêt où chacun devait faire état de ses intérêts, de son patrimoine, etc., et le rendre public. Alors ça, c'était nouveau, évidemment. C'était une exigence de René Lévesque. La loi sur le financement des partis politiques, on l'a mentionné, une condition de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ce comportement-là. Et puis son intégrité personnelle. Hein? M. Lévesque n'avait pas une scène en arrivant, puis il n'y avait pas une scène en sortant. Hein? Alors, il a bien gagné sa vie quand même, puis tout ça. C'était pas une occasion d'enrichissement pour lui. Puis enfin, très brièvement, je veux vous souligner le respect des personnes et puis le respect des règles du jeu. M. Lévesque, quand il est devenu premier ministre, le Parti québécois voulait sortir le Québec de la Confédération, mais il a toujours respecté les règles du fédéralisme. Il a toujours respecté les premiers ministres fédéraux, les premiers ministres des autres provinces. Puis c'est pour ça qu'il avait été si heurté, blessé personnellement par la trahison des premiers ministres provinciaux lors du rapatriement de la Constitution. Pour lui, c'était impensable de ne pas respecter les règles fondamentales du jeu politique. C'est la même chose sur l'Assemblée nationale. Il était très respectueux des règles de l'Assemblée nationale. Il était respectueux des autres partis, des chefs de parti, respectueux de toutes les personnes. Les gens sentaient le respect que M. Lévesque avait pour eux, qu'en réciprocité, il y avait beaucoup de respect pour la personne de M. Lévesque. Alors, M. Lévesque, pour moi, vous étiez un trop grand homme pour un trop petit peuple. Et vous l'avez aidé à grandir. Vous avez fait de ce petit peuple un peuple de plus en plus grand, de plus en plus capable, de plus en plus apte à répondre aux grandes aspirations que vous aviez pour lui. Merci, M. Lévesque. C'est quelque chose de passer après tous ces gens-là qui, dans le fond, nous prouvent pourquoi on avait raison de faire ce qu'on a fait. Parce que moi, je suis peut-être plus proche du plancher des vaches, mais il fallait le construire, cet espace. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui s'est fait avec des gens. C'est ça que je veux vous raconter. Moi, pour la petite histoire, je suis arrivé, je suis un Gaspésien d'adoption, arrivé en 1976, et comme par hasard,
la fête de ma mère qui est ici, c'est le 15 novembre. Alors, je peux vous dire que c'est une date qui est restée aggravée pour moi. Et lorsque Louis est venu me rencontrer à Québec pour m'offrir, dans le fond, d'être chargé de projet pour l'espace René Lévesque, bien, c'est sûr qu'il y a eu un déclic. Parce que ceux qui me connaissent, j'ai réalisé le Musée acadien du Québec à Bonaventure et le Bioparc de la Gaspésie. Donc, je vous dis, c'était le triangle équilatéral avec René Lévesque au sommet du triangle qui venait, je dirais, compléter là, ma passion de constructeur. Quand Louis est venu me rencontrer, il m'a montré le concept qui avait été fait par Médialogue, qui a été fait, je vous dirais, fin 2013, début 2014. Un concept là, où Yves Routier, Mario Lompré, Luc Cyr et Mélissa Lompré aussi ont collaboré à, je vous dirais, à mettre sur pied, là, à mettre dans le fond en forme ce qui nous permettait d'aller voir des contributeurs, des donateurs, et aussi de faire des demandes d'aide financière au gouvernement, parce que, vous savez, là, ça prend du stock, ça prend des belles images, ça prend des plans d'affaires, ça prend des budgets prévisionnels, mais il fallait avoir tout ça. Alors, moi, ça m'a interpellé au plus haut point. J'ai dit à Louis, là, tout de suite, je prends ma retraite, là, donne-moi quelques mois de voyage, après ça, je reviens en forme. Puis, à partir de 2015, bien, ça a été les demandes de subventions. Puis la première, évidemment, là, la plus importante là, qui nous a permis de démarrer, ça a été Patrimoine Canada. Certains ont dit 750 000, certains ont dit, bien, René doit se virer de bord. J'ai dit, non. René, il aurait dit, on paye des taxes, des impôts à Ottawa, c'est normal et légitime qu'ils nous en reviennent. Alors écoutez, c'est à partir de ce moment-là qu'on passe d'un concept à la réalité. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça a été conçu en Gaspésie, puis fabriqué principalement aussi en Gaspésie. Demain, il y a des affaires qu'on ne peut pas faire, là, mais ça, pour moi, ça a été une des clés de réussite du projet, parce qu'on avait nos professionnels proches. Donc, quand il y avait quelque chose, c'est le téléphone où ça venait. Puis ça, là, je vous dis, ça fait vraiment toute la différence. Le parcours extérieur, lui, il a toujours été dans le collimateur, avec le film. Puis là-dessus, ben, je dois vous dire, là, on doit une fière chandelle, en tout cas à Médialogue, puis à Luc Cyr, qui a été le réalisateur du film, qui vient tout nous chercher. Moi, ça fait 5-6 fois que je le vois, puis à chaque fois, là, ça me prend un morceau de Kleenex là, pour être capable de... Parce que il nous fait un portrait, là, on part de son décès, on voit des immigrants qui disent, ben, il m'a fait apprécier le Québec. Un anglophone qui dit, I didn't like his ideas, but he was a great man. En fait, il fait l'unanimité, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, pour la réalisation, moi, je dois vous dire aussi qu'une anecdote, là, tu sais, parce que quand on part d'un concept, on arrive à vouloir témoigner de tout ce que ces gens-là nous disent, de tout ce qu'il a fait. À un moment donné, l'audio-guide, on l'avait toujours eu dans le collimateur. Mais là, à un moment donné, Mario Lompré revenait, je crois, d'une formation en muséologie, puis il nous dit, on ne peut pas juste avoir un narrateur, là, tu sais, puis je vous dirais, un extrait sonore de René Lévesque. Il dit, ça prend des dialogues. Bon, mais là, OK, mais là, c'est Luc Cyr qui était obligé d'écrire les dialogues, mais ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a les témoignages de gens qui ont écouté notre audio-guide, c'est vivant. Ces deux personnes-là, le dialogue fait en sorte qu'on contextualise la mise en situation par l'image, puis on a un extrait sonore de René Lévesque qui vient compléter, dans le fond, le concept. C'est magique. Aussi, je vous dirais que ce travail-là, là, d'écrire des textes, là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'allers-retours que ça peut supposer. Parce que quand on veut dire les choses, il faut bien les dire. Donc, je peux vous dire que Hélène Leclerc et Louis Bernard ont travaillé en collégialité toujours avec Luc Cyr, avec l'équipe de Médialogue pour s'assurer que les textes étaient le plus près possible de la réalité. Mais ensuite, ça a été Louis Bernard et Alexandre Stefanescu qui étaient comme les validateurs extrêmes parce qu'eux connaissaient l'histoire, hein, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur historique, parce que c'est ça, là. Quelqu'un trouverait quelque chose à redire, ben là, il est trop tard, là, tout est fait. Une fois que le contenu était placé, envisagé, il fallait faire un bâtiment. Et là-dessus, ben, je dois vraiment lever mon chapeau à la firme Pierre Bourdage, architecte,
faire un bâtiment, on avait des éléments précis. Ça nous prenait une salle de projection, ça prend un bloc sanitaire, ça prend toutes sortes de choses, mais il fallait y donner de la gueule. Puis moi, je peux vous dire que quand on a reçu, Louis, Hélène et moi, le premier concept avec les pointes de diamant en aluminium, ben, on n'a pas sauté au plafond. T'sais. Il a fallu qu'on le présente au CA, où il y avait une jeune architecte, puis il y avait Diane et Michel. Ils ont dit, c'est donc bien beau, ça. Mais là, OK, parfait. On y va, puis regardez le résultat, puis on est fiers aujourd'hui. On a un revêtement qui est particulier, mais qui donne de la classe au bâtiment. Les portes massives en bois, les toilettes où on a fait combiner hommes et femmes pour sauver de l'espace. Toutes sortes de petits choix comme ça qu'on a fait pour arriver à créer un bâtiment qui prenait pas toute la place, mais qui était fonctionnel pour livrer, dans le fond, le produit. Et puis là, ben, quand on dit concept, en tout cas création d'un bâtiment, ça prend aussi un autre corps de métier, les ingénieurs, pour que ça tienne. Donc, c'est Harpo, groupe conseil de New Richmond aussi, qui a fait en sorte que la structure est demeurée légère. Parce qu'à un moment donné, premier concept, on trouvait ça un petit peu massif. On a demandé aux architectes, pouvez-vous monter le plafond, faire des lignes plus fluides? Mais tout ça aurait pu devenir chargé, mais nos ingénieurs ont réussi à trouver en tout cas une structure qui soit, je dirais, légère et aussi à des coûts raisonnables. Et aussi, ça prend, comme on dit, de la mécanique de bâtiment. Il faut que ça ventile, il faut que ça se climatise. Bien, on a réussi le pari. Et au niveau aussi de l'architecture du paysage, bien, ça a été confié à la firme Option Aménagement de Québec, mais dont l'associé principal est André Nadeau, originaire de Passepébiac, la ville voisine, qui, lui, a de la Gaspésie aussi tatoué sur le cœur. Ce qui fait en sorte qu'on avait des gens qui croyaient au projet, puis ça a donné le résultat que vous avez. Et enfin, j'aimerais vous souligner aussi qu'au niveau de la construction, c'est la firme DG Construction de Maria, avec son président Gaston Bugeaud, qui a réalisé le projet, avec qui on a eu une excellente collaboration, où on a dit dès le départ, il faut faire attention, on est un organisme à but non lucratif, l'argent ne s'imprime pas, on a un budget à respecter, et pour vous dire qu'on a signé un contrat d'1 061 000 avant taxe avec l'entreprise, et on a eu à peu près 33 000 d'extra, à peu près 3 %. Je pense que ça fait partie d'un suivi rigoureux. Merci beaucoup. Puis enfin, la plantation a été confiée aussi à une firme de Bonaventure, Paysage, avec Jean-Sébastien Babin à sa tête. Alors écoutez, merci de la confiance que vous m'avez témoignée. Ça a été pour moi un honneur de réaliser ce projet-là. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, mais je peux vous dire que ça prend un engagement total, complet. Ma conjointe en sait quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire ça sans avoir, je vous dirais, le portrait final. Il faut s'assurer que la prise de courant est à la bonne place. Il y en a manqué une sur le projet, là, qu'on a pu faire installer après, mais il faut toujours garder le cap sur ce qu'on veut livrer pour être sûr que tout s'agence. Puis moi, je peux vous dire, on est arrivé à bon port. Et ce qui est merveilleux aussi, qui n'a pas été dit, c'est qu'on a aussi eu accès au programme Mécénat, Placement Culture, du ministère de la Culture et des Communications. Et là, aujourd'hui, on est rendu à 580 000 $ de placés. Parce que la construction, je vous dirais, c'est même pas un chapitre d'un livre. La construction, c'est un livre, puis le fonctionnement, c'est un autre livre. Puis là, on ne peut jamais faire l'un sans l'autre. Et ça a été un des facteurs, moi, qui m'a décidé aussi à intervenir dans le projet, parce qu'il faut assurer la pérennité de l'institution. Et avec ce placement-là, qu'on espère encore faire grossir un petit peu, bien, on va arriver en tout cas à créer les bases d'une institution qui va perdurer et qui va créer des activités, je le souhaite, pour rassembler en tout cas les amis, les grands amis de René Lévesque. Puis je pense que c'est une source d'inspiration pour tout le monde. Merci beaucoup. Je veux ajouter à ce qu'a dit Daniel que la réalisation de l'espace René Lévesque a été un incroyable travail d'équipe, fondé sur la confiance mutuelle, vraiment, et où la fierté de chacun d'y participer était palpable. Je dois même vous dire que dans différentes démarches auprès de différents fonctionnaires reliés à des programmes de subvention, etc., il y a eu une attention à ce projet-là pendant
les 6 ans qu'on a connus, Louis et moi, parce que je trouve qu'ici, on a oublié que on a beaucoup parlé de Louis et Hélène, mais on a ramassé le bébé en 2012. Mais en fait, il s'était passé des choses en 2009. Il y avait des choses qui avaient été mises en place. Alors, on est arrivé au bon moment. C'est important. Je voudrais faire un petit coucou particulier à Gaston. Je te remercie, Gaston, d'avoir été celui qui a fait le lien entre 2006, 2009 et tout, et tout, et tout, et tout. Merci, Gaston. 2 corrections. La première, c'est que Daniel a eu l'air de dire que la première subvention était Patrimoine Canada. Correction. La grosse dernière subvention était Patrimoine Canada. Elle est arrivée à la fin et on avait décidé quand même de lancer le bébé avant cette subvention. Je dois vous dire que quand elle est arrivée, Louis et moi, on a mieux dormi. Hein? Mais c'était dans les dernières subventions. Merci à tous des gens qui sont anonymes et qui nous ont donné des coups de main de toutes sortes, comme ça, généreusement, sans qu'on ait à pleurer du tout. Alors, je vais finir ça d'une façon qui va vous projeter de René Lévesque à aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que M. Lévesque a fait un legs fabuleux au Québec. Puis moi, je vais vous dire que je fais un legs à mon petit-fils Paul. Je suis native de Sherbrooke, en Normandie. Je suis arrivée au Québec, tenez-vous bien, en direct de New York, le 24 juin 1968 à 8 heures le matin. J'ai débarqué à Montréal avec un sac à dos. La ville était morte. La ville était morte. Il n'y avait personne. Et c'est par la suite que j'ai appris ce qui s'était passé la veille, etc., etc., etc. Et la première personne qui m'a prise sur le pouce, après j'arrêterai là, mais c'est quand même une chance, c'était Raoul Leroy. Il y en a ici. Alors, pour se faire initier au Québec, c'était pas mal. En juin 71, j'ai immigré. Là, en 68, je faisais mon petit voyage étudiante par année. En juin 71, j'ai immigré. De septembre à octobre 1976, j'ai fait du porte-à-porte dans Saint-Nicolas pour un certain Jean Garon, que je ne connaissais pas du tout. Du tout. Je savais pas qui était... Je savais le Parti québécois. J'étais engagée au Parti québécois. Pas engagée, mais militante. Ça vous étonne, hein? Et finalement, je lègue cet espace parce que je pense que l'histoire est tellement importante. Alors, je lègue cet espace à Paul, qui a 2 ans, qui s'appelle Paul Garon-Leclerc, et dont une grand-mère, c'est moi, et dont l'autre grand-mère, c'est Judith, la femme de Jean Garon. Alors, on rompt les rangs et ayez du plaisir.